Salut tout le monde, J-948, il est 20h24 et si vous nous suivez depuis le début, vous commencez à connaître la chanson. Hein. C'est l'heure de votre émission donc des jeux de 20h24. Ravi de vous retrouver et bien qui nous regarde pour la première fois. Alors pendant 2 ans et demi, nous allons suivre 4 athlètes français en route vers les Jeux Olympiques de Paris. Donc Alexia Richard pour le beach volley, Valentin Bello pour le pentathlon moderne, Axel Etienne pour le BMX et notre invité du jour, Alexis Félu pour l'athlétisme. Salut Alexis, déjà comment tu vas? Bonjour à tous. Écoutez, tout va bien. J'ai retrouvé le froid il y a quelques jours, mais tout va bien. Alors justement, on va en parler avec aussi notre autre invité du jour, mais je vais laisser Martin le présenter. Martin, notre maître à tous, comment tu vas? Carrément. Le mettre à tous, je suis pas sûr. Bah écoute, ça va très bien. Ravi de vous retrouver. Ravi de revoir Alexis. Du coup, ouais, notre nouvel invité, un peu guest star, un peu voilà, qui va nous présenter un peu sa vision aussi de la course à pied au Kenya. C'est Julien Rank, donc qui est, on peut le dire, je crois, un des meilleurs demi-fondeurs français, hein, 3,37 sur 1500, finaliste des derniers championnats de France sur la distance. Surtout connu pour son média qu'il a créé, cofondé en tout cas, RunX. Je viens d'apprendre comment on le prononçait de la bonne façon. Donc voilà, c'est vraiment un des médias les plus, si vous aimez la course à pied, vous connaissez sûrement, un des plus réactifs, un des plus voilà, complets. Et aussi fondateur du coup d'un centre d'entraînement au Kenya. Donc Julien, bienvenue, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Pareil, toi aussi, j'imagine que tu es en pleine forme, tu rentres d'une bonne aventure à la fois sportive et humaine au Kenya. Ouais, salut à tous les gars, toi, merci déjà de m'avoir invité pour le live. Et ouais, je reviens, ça fait une semaine que je suis rentré un petit peu après Alexis, je suis rentré une semaine après Alexis. Et comme il a dit, c'est vrai qu'avec le froid, là, ça fait un gros changement entre de passer du Kenya moi j'habite en Alsace, donc il fait assez froid là, on est proche des 0 degrés. Mais ouais, voilà. Eh ben, vous savez quoi, moi c'était vraiment la première question que je voulais vous poser. Vous avez parlé du froid tout de suite. On avait noté comme première question combien de degrés vous avez perdu. Parce que nous, on commençait à sortir les gants, les collants pour aller courir et tout. Et vous voyez en débardeur, en short. On était un peu jaloux, j'avoue. On a perdu entre 20 et 25 degrés à peu près. C'est à peu C'est près pas la mal. température qu'il fait au Kenya. Et ici, moi Bah, comme il clairement, fait ça n'a pas zéro, dépassé moins moins 2 le plus chaud aujourd'hui. Donc voilà, mais ouais, grosso modo, une bonne vingtaine de degrés, ouais. Et c'est vrai que ça fait une Justement, grosse, ça fait une grosse différence parce que, par exemple, ce matin, quand on voit que nous, par exemple, il y a des fois, on allait à 7h30, 8h faire des séances d'entraînement. Sur les fins de séance, on arrivait à se mettre torse nu, on était en short, bah voilà, ça allait. Mhm. Et c'est vrai que là, il fait froid aux mains, il faut mettre un bonnet pour la séance et tout. C'est vraiment un changement vraiment complètement radical. justement, vous êtes habitué à partir au Kenya pour ce genre de séance d'entraînement, de semaine d'entraînement. Euh, Comment ça se passe finalement quand on change totalement d'environnement au niveau physique, etc. Est-ce que vous pouvez commencer tout de suite par j'ai envie de dire, un entraînement traditionnel? Comment ça se passe pour l'adaptation du corps? Disons que quand on part de France où on n'est pas en altitude, aller au Kenya qui est à 2400 mètres, ouais, le corps a besoin d'un temps d'adaptation à l'altitude justement et même adapté. On fait quand même pas les mêmes chronos en séance, les mêmes entraînements qu'on peut faire à basse altitude. Mais on va dire que ouais, il faut bien une bonne semaine avant que le corps commence à s'adapter et qu'on se sente mieux et un peu moins asphyxié quoi, parce que c'est vrai que la tête d'oxygène, on la sent vraiment au début quoi. Ouais, moi c'est exactement pareil. Il faut toujours minimum une semaine. Donc ça veut dire pendant une semaine, quand on arrive en général au Kenya, pendant une semaine, on va faire surtout des footings, des fractionnés, mais vraiment fractionnés légers. On va pas du tout se rentrer dedans parce que en fait ça serait même contre-productif. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas respecter cette période d'acclimatation. On appelle ça une période d'acclimatation. Et en fait, on se rend compte que en fait on le paye vers le milieu, fin de stage, on le paye déjà niveau fatigue. Et moi, je trouve, je sais pas toi, Alexis, mais moi, je sais que quand je rentre, je sais que là, c'est ce qui m'arrive. J'ai besoin encore de 3 4 jours quand je reviens pour m'adapter de nouveau à l'altitude ici. Je sais pas si c'est au niveau du souffle, je sais pas si c'est parce qu'il fait froid, mais moi, j'ai besoin de quelques jours encore quand je reviens, même ici pour me réacclimater.
Ok, eh ben écoute, moi franchement non, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre, je me sens vraiment super bien de suite ici. Et, ouais, mais après ouais, je pense que c'est différent pour chaque personne. Et, mais ouais, là depuis que je suis rentré, franchement, ouais, les sensations étaient vraiment bonnes et de suite quoi, dès Je l'arrivée. crois qu'on, C'est ça qui est, ce qu'on dit un peu de manière théorique, c'est qu'on a un pic de forme très très tôt, à 2 jours, et un deuxième pic autour de 21 jours après la redescente d'altitude. Alors ça, c'est vraiment les cours, mes souvenirs de STAPS, c'est un peu, voilà, qui sortent des manuels, enfin, qui sont pas forcément adaptés à chacun, mais ouais, comme quoi il y a une période où d'un coup, on se sent super bien, on a l'impression de voler. Après, il y a une petite période un peu plus de surcompensation, et après, on revient sur une période de très bonne forme. Vous avez l'habitude de placer ces jours d'altitude avant des compétitions aussi, ou plus dans des périodes comme maintenant où les échéances, pardon, je vais y arriver, sur la piste sont encore super loin, on est vraiment dans une phase de travail, ou est-ce que voilà, dans la planification juste avant une compète, ça peut vous arriver d'aller en altitude? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rentrer d'altitude pour des compétitions, mais c'était à chaque fois pour les championnats de France de cross. Sur la piste, pour des compètes sur piste, j'ai jamais fait. Je suis jamais parti en altitude pendant la période estivale, mais ouais, j'ai fait au moins 3 fois de rentrer du Kenya 3 jours avant les France de cross. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était plutôt des très bonnes sensations. Et c'est vrai qu'on me dit, ouais, généralement, pendant 4 jours en rentrant, on est plutôt bien. Après, il y a 2 semaines un peu plus compliquées. Mais après, ça, pareil, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et même d'une fois sur l'autre, c'est pas pareil. Moi, là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus, ça va faire 2 semaines là que je suis rentré. Ça fera 2 semaines mercredi. Et franchement, depuis que je suis rentré, j'ai vraiment été relativement très bien tout le temps. Donc, mais après, ouais, je pense que c'est vraiment différent pour chacun et même à chaque fois, on sait pas trop comment le corps réagit, mais après, c'est vrai qu'il est plutôt conseillé de pas faire de compétition entre 4 et 15 jours quand on vient de rentrer, quoi. Donc, soit la faire de suite en rentrant, ou soit attendre 2 semaines et généralement, c'est mieux, quoi. Mais après, comme on dit, ça dépend vraiment de chaque personne. ça va, moi je Avant te de parler rejoins un tout à fait peu, là-dessus. Ouais. vas-y, je t'en prie du Moi, genre. je te rejoins tout à fait là-dessus, Alexis. Moi, je trouve que je sais que j'ai pris l'habitude. En fait, la première fois que j'étais allé au Kenya, j'étais allé avec Bob Tari, qui a fait une médaille, pour ceux qui connaissent pas, qui avait fait une médaille au championnat du monde sur steeple. Et lui m'avait expliqué qu'en fait, à chaque fois qu'il rentrait d'entraînement d'altitude, enfin notamment du Kenya, il notait les jours où il était bien. Moi là, c'était mon neuvième stage au Kenya. Depuis que je le fais, à chaque fois, je note, par exemple, au jour 4, je me sens bien, au jour 5, je me sens pas bien. Et en fait, je remarque que à chaque retour de stage, en fait, c'est pas, ça correspond pas. Du coup, il Mm. y a pas de science exacte. Enfin, je pense que c'est plutôt théorique de dire comme quoi, bah, le deuxième jour, on sent bien, le 21e jour, on va sentir moins bien. En fait, ça va vraiment dépendre de comment on réagit à chaque fois à l'arrivée d'un stage. Puis, ce que tu avais dit par rapport à rentrer juste pour une compétition, là, pareil, ça dépend des gens. Moi, je sais que il y en a beaucoup qui rentrent, il y en a certains qui rentrent juste avant les tout meilleurs, comme bah, Julien Vanders ou d'autres qui rentrent juste avant les compétitions. Ça marche pour eux parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Mais c'est vrai qu'en général, même nous, avec le grand public qui vient chez nous au centre, on conseille pas forcément de rentrer quelques jours avant, mais plutôt 1 ou 2 semaines pour être sûr d'être bien réacclimaté, pour être sûr de pas rater sa course, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que avant même de parler vraiment spécifiquement du Kenya, qui est quand même un pays hyper unique pour la course à pied, on a un peu spontanément commencé à parler plus de voilà, de période d'entraînement, de stage, d'altitude. Avant de parler vraiment de votre vécu au Kenya, c'est quoi pour vous l'intérêt de partir en stage en fait? Ça veut dire quoi un stage? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'entraînement chez vous? C'est quoi un peu c'est l'importance de ces périodes où vous partez 1, 2, 3 semaines, que ce soit au Kenya ou ailleurs, pour vraiment dédier votre temps à la course à pied? Vas-y, Julien, je te laisse commencer. Ouais. Bah, tu l'as dit en fait, c'est ce que tu as dit à la fin de ta question, c'est pour dédier juste à la course à pied. Moi, je vais prendre mon exemple à moi, mais je pense que ça vaudra aussi pour Alexis. En fait, quand on est ici, quand on est chez nous, en fait, on a tellement de choses à faire à côté que, bah, par exemple, on a les copines, on a les copains, on va sortir, on va avoir des choses à faire qu'on a à faire ici. Alors que quand je prends l'exemple du Kenya parce que moi, c'est là où je pars, enfin là, c'est là où je pars tout le temps en stage, je pars très rarement ailleurs. Bah, en fait, là-bas, en fait, on est juste tourné sur la course à pied. On a juste à penser à courir, à manger, à récupérer, à repartir courir, à remanger, à dormir. Voilà, ça se limite juste à ça. Et même pour l'esprit, c'est bien parce on est dédié qu'à ça. Ça veut dire qu'on se fatigue pas à aller faire d'autres choses ailleurs. On perd pas de temps à sortir.
à manger des trucs qui, ici, Mhm. ça peut nous arriver, bah, on va au restaurant, on va au McDo, on fait des trucs qui sont pas forcément bien, alors que là-bas au Kenya, vu que il n'y a pas forcément la possibilité de le faire, notamment, bah, ça, on est plus concentré sur le stage. Moi, je pense que c'est vraiment là que le gros apport d'un stage. Ouais, bah, ouais, je rejoins Julien là-dessus. C'est vrai que quand tu vas au Kenya, ça limite toute tentation d'être à côté de l'entraînement parce que c'est vrai qu'au Kenya, à part courir et dormir, manger, il y a quand même pas grand-chose à faire. Donc au moins, tu sais que pendant la période où tu es là-bas, tu vas être focus sur l'entraînement et que tu vas tout faire comme il faut et pour être le plus performant possible. Et après, ouais, je pense que bah, moi, pour moi, ça fait 3 ans maintenant que je fais que de l'athlétisme, donc on va dire que je peux me consacrer qu'à ça aussi quand je suis chez moi à Clermont-Ferrand. Mais pour d'autres personnes, quand ils partent en stage, enfin, c'est pendant des périodes où du coup ils ont pas cours ou ils ont pas de travail non plus à côté. Donc pareil, ils peuvent se dédier uniquement à la course à pied, ce qui permet de faire un volume d'entraînement plus important. Et c'est vrai ce que tu dis parce que finalement nous on accueille même des stagiaires bah, amateurs. Là, on parle plutôt athlètes haut niveau, mais ça concerne aussi les amateurs. Et c'est vrai que les amateurs, quand ils ont l'habitude de travailler 35 heures, 40 heures par semaine ici, quand ils viennent après au Kenya, en fait, c'est une toute autre vie. Ils vivent la vie d'un athlète de haut niveau qui a juste à se concentrer sur l'athlète. Et en général, les gens, ils adorent ça et enfin, c'est un truc de ouf pour eux, quoi. Mm. Est-ce que vous vous souvenez du coup de votre finalement de votre tout premier stage au Kenya parce qu'on a parlé au tout début de l'émission de l'adaptation du corps. Vous maintenant, ça fait plus 9 et 8 fois que vous y allez, donc vous savez exactement comment ça marche. Mais du coup, quand on y va pour la première fois, est-ce que vous aviez reçu des conseils justement sur comment vous y préparer ou comment tout simplement commencer quand on arrive? Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Euh, ouais, moi je me rappelle de mon premier stage au Kenya. J'étais junior 1, donc bah, j'avais quoi 19 ans. Et j'étais resté 3 semaines. Et ouais, en fait, mon entraîneur avait était déjà allé au Kenya une bonne vingtaine de fois, si ce n'est plus. Donc ouais, il connaissait parfaitement l'altitude et c'est le temps d'acclimatation, etc. Mais c'est vrai que je me rappelle que le premier stage, 3 semaines en plus, je pense que c'est un laps de temps assez court. Et c'était, ouais, je me rappelle que c'était vraiment dur et que pendant 3 semaines, ça avait quand même été assez compliqué à l'entraînement et que c'est vraiment à la toute fin du stage où j'avais commencé à me sentir un petit peu mieux, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord aussi. Moi je sais que j'avais eu la chance, bah, comme je l'ai dit avant, la première fois que j'étais venu au Kenya, là, j'avais eu la chance d'être avec Bob Tari. Et comme lui, ça faisait des années qu'il venait au Kenya, en fait, il m'avait bien montré et bien expliqué tout ce qu'il fallait faire pour ne pas griller des cartouches et après le payer sur la fin du stage. Il y a un truc qui me vient à l'esprit notamment, c'est pour nous quand on a l'habitude de courir chez nous, on a l'habitude de beaucoup regarder la montre, que ce soit sur les footings, enfin sur n'importe quelle séance. Et je sais que un des conseils les plus importants qu'il m'a donné, je pense, pour le Kenya et Mm. que je répète maintenant même à chaque fois, même malgré que ça fait longtemps que j'y vais, je répète à chaque fois. En fait, la première semaine, bah, en fait quand je cours, je regarde pas la montre. Je la démarre, mais je la regarde pas pour pas me dire, pour pas me forcer à aller courir plus vite que essayer de tenir les allures que on pourrait tenir ici. Donc ça, c'est un des conseils importants que je répète notamment. Mais après, c'est vrai que le fait maintenant de venir plusieurs fois, bah en fait, et je pense que pour Alexis, c'est pareil, c'est devenu naturel. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire quand on vient ici. Mais ouais, faut vraiment observer une période assez calme au début, enfin, rester tranquille et il y aura largement de quoi faire après. Mm. Il y a beaucoup de Ouais, fantasmes. Vas-y, je t'en prie, Alexis, si non, t'avais. j'allais dire, ouais, c'est vrai que je rejoins totalement Julien sur ça. C'est que je pense que Kenya, plus que le chrono ou la montre, faut écouter, faut faire à la sensation, en fait. Et parce que tu peux vite avoir peur si tu compares lors des premiers stages et encore plus des premiers jours Hmm. les chronos que tu fais en France ou l'allure à laquelle tu cours sur des footings et tu la On sent que compares à t'es celle collé, du quoi. Kenya parce que ça a rien à voir. Donc ouais, je pense que c'est vraiment super important d'écouter son corps et plus que la montre. Ouais. Puis il Et y a c'est un vrai que côté c'est où tu sais que tu es entouré par les meilleurs, par un niveau, une densité que tu peux pas atteindre dans n'importe quel pays ailleurs. Donc si dans le groupe t'es devant, si ça va et tout, au-delà du chrono, tu sais que tu vas vite, quoi. J'imagine. Ouais, c'est que oui, tout à fait. Après, je pense que sur les premiers jours, enfin, T'es plus faut pas derrière, tu trop, prends plus pas cher. trop, ouais.
faut peut-être pas trop essayer d'aller avec eux parce que c'est vrai que c'est un autre monde. Déjà, le niveau est incroyable, la densité est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que eux, ils sont nés en altitude, donc Hmm. entre guillemets, ça leur fait rien, mais entre guillemets, parce qu'ils vont quand même plus vite quand ils viennent en Europe sur des plus basses altitudes. Mais je pense, ouais, c'est quand même important de peut-être faire dans un premier temps les trucs dans son coin, bien gérer ça comme il faut. Et une fois qu'on est bien acclimaté, qu'on commence à être mieux, c'est clair qu'on peut aller avec les groupes et c'est sympa quoi. Tu cours avec, c'est ça, tu peux courir avec 200 mecs sur un footing, sur une séance de fractionné. Donc ça, tu le trouveras nulle part ailleurs. Justement, on va aussi essayer de comprendre un peu ce qui fait que le Kenya s'est imposé comme la nation numéro un, même si ces dernières années, c'est un peu tendance à moins être le cas, mais en termes de densité, c'est quand même absolument inégalé à l'échelle planétaire. Il y a beaucoup de fantasmes un peu sur l'athlétisme au Kenya. On a un peu l'image des gamins qui courent 15 bornes pour aller à l'école, le guerrier Maasai qui court dans la savane au ralenti et tout. C'est quoi un peu la réalité en fait? C'est quoi la vie au quotidien de ces gars et de ces filles qui font vraiment de l'athlète très haut niveau au Kenya? C'est je sais pas, c'est une semaine type. Il y a quoi de différent par rapport à ailleurs? Bah déjà par rapport à ce que tu disais au début, par rapport aux enfants qui vont à l'école en courant, je sais que il y a une grosse part où sur les réseaux sociaux, quand on parle de ça, en fait, il y en a qui assimilent souvent le Kenya au dopage et qui assimilent souvent le fait comme quoi c'est un mythe, comme quoi les enfants, même encore à l'heure actuelle, ils vont en marchant, ils vont en courant à l'école. Je sais que nous, notre centre, il est placé pile poil, enfin même si pas forcément ce centre-là spécifiquement, mais c'est vrai que je pense qu'Alexis dira pas le contraire. On voit des enfants qui sont vraiment tout petits, ils doivent avoir 3 ans ou 4 ans peut-être. Ils vont en marchant à l'école, ils sont tout seuls avec leurs frères et sœurs. Enfin, ils parcourent souvent, il y en a, c'est plusieurs kilomètres, hein, c'est pas un mythe. Ils parcourent plusieurs kilomètres pour aller à l'école, ils ont pas le moyen de déplacement comme nous. Même si maintenant, c'est vrai que on commence à voir de plus en plus de bus et de motos qui emmènent des enfants à l'école. Mais ouais, il y a une grande part où je pense que ce qui explique qu'ils soient aussi forts et qu'il y a dans l'endurance, c'est surtout parce ils se déplacent beaucoup plus que nous, hein. Quand on voit nous, quand on voit dans notre société à nous, c'est rare de voir les enfants se déplacer encore pour aller à l'école. Maintenant, ils se font déposer juste devant l'école en Hmm. voiture. Enfin, je dis ça, mais c'était aussi mon cas à moi quand j'étais plus petit, hein. Mais c'est vrai que là-bas, c'est le fait qu'ils marchent et beaucoup, hein. Ouais, c'est ça, c'est le fait que ouais, depuis quand t'as à partir de 3 ans, tu parcours des distances tous les jours pour que ce soit aller à l'école, aller à l'église, parce qu'ils y vont aussi beaucoup. Bref, hein, que tu fais du sport entre guillemets tous les jours depuis tout petit, bah forcément ton corps après il est habitué et une fois que tu t'entraînes, ben t'atteins un niveau que si t'avais pas fait tout ça avant, tu l'aurais peut-être sûrement jamais. Et aussi il y a le fait que là-bas la course à pied, c'est un des meilleurs moyens de s'en sortir et de gagner sa vie. Du coup, Le ils seul essaient même, quasiment tous. Ouais, oui, c'est pas le pour seul, mais schématiser un peu, hein. Un des ouais, c'est rares. un des rares tout à fait. Et du coup, un jour ou l'autre, ils ont tous essayé la course à pied. Et forcément, bah, quand tout le monde essaye, bah, tu passes à côté de personne et tous les talents, Hmm. ils performent un jour. Donc ça, je pense que ça aide beaucoup. Et aussi, bah, ils ont des conditions optimales pour l'entraînement. D'être en altitude, je pense que c'est quand même un gros avantage. Ils ont un climat qui est top toute l'année pour s'entraîner, des parcours aussi partout. Donc cet ensemble-là fait que pour moi, ça fait qu'ils dominent la course à pied mondiale depuis bah, plusieurs années. Et notamment ce que tu disais avant par rapport au fait comme quoi les Kenyans ils sont plus forcément aux avant-postes maintenant, bah c'est pas le cas sur route parce que sur route, sur marathon Ouais. notamment, Hmm. c'est là que c'est les meilleurs. Mais c'est vrai que sur piste, ça commence un peu à décroître. Et moi pour avoir discuté avec un Kenyan justement, il m'expliquait que bah nous exactement le village où on va en stage au Kenya, ça s'appelle Iten. Et en fait, chez eux là-bas, avant, ils avaient une piste qui était le Camarini Stadium, elle s'appelait. Et c'était une piste qui était mythique, tout le monde pouvait s'entraîner là-bas. Et en fait, maintenant, faut savoir qu'il y a beaucoup d'athlètes à Iten et ils ont plus accès à cette piste. Cette piste, elle est fermée parce elle est en travaux, elle est en période de rénovation. Ça fait depuis 2016 que bah, elle est complètement à l'arrêt, ça avance pas. Donc, faut savoir que les athlètes là-bas qui sont à Iten, la très grande majorité sont pauvres,
ils n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, d'aller autre part pour s'entraîner, donc ils ont plus accès à la piste. Donc c'est ce qui explique notamment le fait que maintenant, par exemple, on voit ça aux Jeux Olympiques cet été. Il n'y a pas eu de Kenyan il y a pas de Kenyan qui a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple, justement là où Alexis t'as couru. Il y a beaucoup moins ils n'ont pas été sur 800 mètres, ils n'ont pas gagné 5000, non 10 plus. 000, ils font pas de médaille, je crois. Voilà, 5000, 10 000, ils font pas de médaille. C'est ce qui est notamment ce fait-là. Mhm. Et vous le ressentez, vous, du coup, depuis bon, vous n'êtes pas. Enfin, c'est assez récent quand même vos stages au Kenya que, en termes de leur volonté à eux, c'est aussi de se diriger plutôt vers le marathon. On voit des marathoniens arriver de toute nationalité beaucoup plus tôt sur les longues distances, alors qu'avant, on avait un peu un schéma comme Eliud Kipchoge actuellement, c'est-à-dire de passer sur le 5000 quand on est jeune. Kipchoge est champion du monde du 5000 en 2003. Et progressivement, un peu comme on le voit en triathlon aussi, de passer avec l'âge sur des distances plus longues. Le côté un peu professionnalisation, ils l'ont aussi un peu intégré à leur début de carrière aussi. Ça va plus vite sur le marathon où il y a, comme tu le disais, un peu plus d'argent en fait, tout simplement. Ouais, moi je pense que c'est pas du tout lié par rapport à la piste. Maintenant, c'est juste que, et ça en fait, ça tient même pour nous, pour les Français. On voit les Français maintenant, ils sont de plus en plus jeunes aussi à aller sur marathon. C'est une question d'argent. Faut dire ce qui est sur marathon, on a plusieurs grands marathons toutes les semaines, tous les dimanches, il va y avoir 3-4 grands marathons. Il y a possibilité de gagner de l'argent sur piste. Faut pas se mentir, il n'y a pas grand chose à gagner, à part si on fait partie des tout meilleurs. Autrement, il n'y a pas grand chose à gagner. Donc c'est vraiment ce fait-là, hein. Même quand on discute avec eux, sur la route, ça va du 5 km au marathon. Il y a tellement de choix, tellement de courses possibles qu'il y a tellement de possibilités de gagner de l'argent que ça s'explique comme ça, hein. On a une question dans le chat de Rémizo qui nous demande comment ces nombreux athlètes arrivent à vivre financièrement s'ils ne font que courir et ne travaillent pas à côté. Il y a un côté, ils font un pari en fait. Ils misent sur le fait qu'ils vont finir par aller courir en Amérique du Nord ou en Europe et même sur le marathon, je sais pas, ce qui nous paraît être un petit marathon, quand même, eux, ça leur représente, enfin, ça représente pour eux énormément d'argent. J'imagine que c'est un peu ça leur philosophie. Ouais, bah ouais, exactement. C'est ça. Ils misent tout sur la course à pied. Comme on le disait, il y a des en Europe où voilà, quand ils arrivent à sortir d'Afrique, il y a des beaucoup de courses sur route où il y a des primes à gagner. Et il faut savoir que ouais, des courses où il y a 500 euros à gagner, ou 1000 euros, 2000, il y en a quand même énormément. Et pour eux, enfin pour nous, ça représente pas grand-chose. Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas grand-chose, mais pour eux, ça leur permet déjà de survivre plusieurs mois. Donc ouais, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Même il y a des courses où voilà, il y a un peu d'argent au Kenya ou ailleurs, et donc c'est vraiment multiplier les courses et aller chercher des primes par-ci par-là et arriver à subvenir à ses besoins. Ouais, moi je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait comme quoi les Kenyans, ils s'entraident, contrairement à chez nous, ils s'entraident beaucoup plus entre eux. Ça veut dire que tu as certains groupes où il va y avoir peut-être qu'ils sont, je prends un exemple, ils sont une vingtaine, il va y avoir un ou deux mecs qui gagnent de l'argent. En fait, c'est eux qui vont permettre de faire vivre tout le groupe. Donc, c'est-à-dire acheter à manger, pas forcément leur donner des salaires, mais payer à manger, payer, enfin, les équipements, tout ce qui va autour. Il y a cet aspect-là que je vois. Un autre aspect que je vois, c'est que c'est vrai que c'est fou parce que t'as des mecs, je pense que Alexis, tu diras pas le contraire, mais t'as des gars qui sont pas forcément très forts, tu vois, qui sont pas talentueux, ils ont pas de pied, enfin, c'est des mecs, on sait très bien qu'ils peuvent pas forcément percer au haut niveau, mais ils sont tellement obstinés et ils y croient tellement que même ces mecs-là, ils tentent leur chance. Et c'est comme si maintenant on avait quelqu'un chez nous qui va aller 35 minutes au 10 km, ce qui est déjà très bien, hein. Mais c'est impossible de vivre, maintenant si on fait 35 minutes au 10 km, c'est impossible de vivre de la course à pied en France. En fait, eux, même s'ils sont à ce niveau-là, ils vont y croire, ils vont tout lâcher, ils vont pas travailler à côté, ils vont pas chercher à gagner de l'argent autrement que par la course à pied et ils vont s'accrocher. Et c'est vrai que moi, ça m'impressionne toujours parce que quand on voit certains comment ils vivent sans exagérer entre quatre plaques de tôle. Il y en a certains, ils ont pas d'électricité, enfin ils ont pas de douche, ils ont les toilettes et dehors. Enfin, moi ça m'impressionne toujours de voir leur façon de vivre et de s'accrocher à leurs rêves alors que c'est difficilement réalisable quand on voit la densité chez eux. Déjà chez nous, c'est dur de percer tellement le niveau il commence à être élevé. Mais alors chez eux, c'est encore c'est décuplé. Donc ça m'impressionne toujours de voir ça, hein. Laurie, je te laisse enchaîner. Ouais, on va revenir justement sur votre stage. Julien, c'est comment de s'entraîner et de vivre au quotidien avec Alexis?
Moi, je vivais pas au Tu quotidien peux tout avec lui. dire, hein, pas de filtre. Moi, je vivais pas au quotidien, donc j'aurais pas de secret sur comment il dit. En fait, moi, j'étais dans un centre d'entraînement. Alexis, lui, était Ouais. dans une maison. Je pense qu'il l'expliquera après. Donc, moi, c'était dans un centre d'entraînement où vraiment j'avais rien à faire, hein. Moi, je me levais, le petit déjeuner était prêt, on lavait mon linge, j'avais juste à aller manger le midi. Enfin, j'avais juste à me reposer, j'avais rien à faire. Euh, Moi, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu comme quoi Alexis il venait aussi au Kenya. Du coup, je me suis dit, je lui envoie un message. En fait, on se connaissait pas. Enfin, on se connaissait, je pense, via les réseaux sociaux. On avait été une fois en stage au Kenya. Je pense, moi, Mm. mon deuxième stage, on s'était croisés. On avait fait quelques séances ensemble, mais on se connaissait pas plus que ça. Moi, je me suis dit, ouais, je vais lui envoyer un message sur Instagram pour faire des séances avec lui. Voilà, on s'est rencontrés, on a fait les séances ensemble. À la fin, on allait même manger tous les dimanches. On allait manger au resto ensemble. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Moi, moi, quand j'ai vu qu'Alexis était là, forcément, c'est un honneur de m'entraîner avec Alexis. Il était aux Jeux Olympiques, donc il a des trucs à m'apprendre. Moi, mon but, c'est d'arriver au plus haut niveau comme lui et d'aller en équipe de France. Donc, forcément, s'entraîner avec des gars comme ça peut que tirer vers le haut. Et Après, justement, en plus, en plus, je rajoute que je faisais toutes les séances. Moi, j'ai un coach aussi, mais je mettais toutes mes séances de côté. Je suivais exactement les séances que Alexis donnait. C'est Alexis qui décidait des séances. Enfin, son coach, Alexis, qui décidait des séances. Moi, je suivais juste le programme et je m'adaptais à Alexis, quoi. ouais. Et faut savoir que qu'il était beaucoup plus costaud que moi sur toutes les séances qu'on a fait ensemble. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus souvent devant que toi. Ouais, Sur ouais, quelques bah moi en vidéos qu'on fait, a vues. ouais, non, franchement, ouais. Et j'ai eu un milieu de stage assez compliqué où avec pas mal de fatigue, des très très mauvaises sensations. Moi, je fonctionne beaucoup avec des tests d'énergie que je fais tous les matins. Moi, je fais ça depuis 6 ans, donc et mes valeurs étaient super basses et sans trop savoir pourquoi. Donc, je pense que j'avais un petit contre-coup de la reprise ou peut-être je sais pas. Mais en tout cas, c'était très compliqué. C'est à ce moment-là que ouais, on a attaqué les séances avec Julien et ouais, franchement, il était vraiment beaucoup plus fort que moi. Et mais ouais, non, c'était top de pouvoir s'entraîner ensemble. Du coup, moi en plus, ça me tirait bien. Et après, bon, ça allait un peu mieux à la fin du stage, donc on a pu faire, faire vraiment plus en commun. Donc, mais ouais, non, c'était super de partager ces séances avec Julien. Ouais. Et c'est Tu vrai que évoquais un peu. Les Kenyans, comme ils ont chacun enfin, ils ont leur propre méthode d'entraînement. C'est vrai que c'est toujours bien de se rassembler, entre Français, parce c'est vrai que les Français, on a vraiment une façon quasiment similaire de s'entraîner. Tout ce qui est VMA sur piste, on fait à peu près la même chose, même si ça varie un petit peu les distances. C'est pour ça que c'était bien aussi de s'entraîner avec Alexis, parce que moi, ça changeait pas trop du programme d'entraînement qui était prévu. Une des scènes un peu qu'on voit sur la plupart des documentaires sur la course à pied au Kenya, c'est ces grands groupes de, comme tu disais tout à l'heure, de 150, 200 coureurs qui vont en fait, au contraire, faire vraiment une séance unique et tous ensemble. Et il y a un gars qui annonce la séance et tout le monde part. Et ça, est-ce que du coup vous l'avez fait cette fois ou les fois précédentes? Est-ce que vous étiez plus venu pour profiter de, comme on disait tout à l'heure, du côté, bah voilà, on n'a que ça à faire, pas que courir, quitte à pas forcément avoir vraiment un mode de vie entre guillemets à la Kenyane, ou est-ce que justement sur la fin du stage, quand vous commenciez à être un peu mieux, vous êtes vraiment mélangé à ces grands groupes qui vont super vite et qui sont très nombreux? Moi, sur ce stage-là, j'ai fait aucune séance avec les Kenyans, que ce soit les fartlek ou même les footings. C'est vrai que les fois d'avant, j'y allais plus, mais là, j'adaptais vraiment l'entraînement et je faisais vraiment au jour le jour en fonction de mes tests, voir si c'était mieux ou pas. Donc, il y a aucune séance que j'ai fait en commun avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont une méthode d'entraînement quand même assez différente de la nôtre. Et moi, je préfère regarder. Je sais ce qui marche bien, je sais comment je fonctionne maintenant depuis plusieurs années, donc je préfère garder quand même ma structure, même si c'est vrai que sûrement si j'avais été un peu mieux et si ça s'était mieux passé, j'aurais sûrement fait au moins un parc-lac avec eux et des footings de temps en temps. Mais là, j'adaptais vraiment en fonction de comment je me sentais, etc. Donc j'y allais plus de mon côté, quoi. Moi, c'était exactement pareil qu'Alexis. Faut savoir que les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment avec les grands fartlek où il y a quasiment 200, enfin 150, 200 athlètes au départ, c'est quelque chose qui est bien. Quand on vient, par exemple, on vient une seule fois au Kenya, c'est quelque chose qu'il faut vivre parce que c'est un truc qu'on Mhm. connaît pas chez nous. Mais c'est vrai que y aller, enfin, on laisse beaucoup de, je sais pas toi Alexis, mais moi je sais que ça m'est arrivé d'y aller plusieurs fois. Et en fait, on laisse tellement d'énergie parce qu'en fait, ce qu'on voit pas Ouais. forcément sur les vidéos, c'est que déjà, on est quasiment 200 athlètes au départ. Donc ça veut dire qu'on se retrouve au milieu d'un groupe. Ça veut dire qu'en plus,
du fait que ça soit dur, que les mecs ils soient très forts, il faut être concentré sur où on met les pieds parce que c'est un parcours avec plein de cailloux, avec des trous, il faut faire gaffe à ça. Le parcours il est quasiment exclusivement en montée. Donc là, pareil, on laisse beaucoup d'énergie là-dedans. Donc c'est vrai que quand on est vraiment comme nous, on prépare. Enfin, il faut faire attention de ne pas rentrer trop fatigué. Il faut bien gérer le stage. Bah, c'est pas Mhm. forcément pertinent d'aller avec eux. C'est pas forcément d'aller pertinent avec eux. Et c'est vrai qu'on voit que les meilleurs, les tout meilleurs, bah, je reprends l'exemple de Julien Vanders et tous ces gars-là, ils ont plutôt leur programme d'entraînement spécifiquement à eux, comme nous on a fait là sur ce stage, plutôt que d'aller avec les grands groupes et faire un peu, je vais pas dire n'importe quoi parce que c'est pas le cas, mais c'est vrai que eux, toutes les semaines, c'est la même chose. Tous les mardis, ça va être des 1 minute rapide, 1 minute long. Tous les jeudis, ça va être 3 minutes rapides, 1 minute récup. Enfin, c'est un Ouais. peu toujours la même chose, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt d'aller avec eux s'entraîner. Laurie, pareil, je te laisse relancer Oui, si tu veux. oui, oui. Par rapport à ton Alexis, le fait que là tu es revenu au Kenya, donc tu y allais souvent. Cette fois-ci, tu es revenu avec le statut de finaliste olympique. Est-ce que tu as eu un peu l'impression que ça avait un peu changé de dimension, j'ai envie de dire, ou pas du tout? Est-ce qu'ils te Ça, connaissent, quoi? En j'avais gros. changé de dimension à quel niveau? Est-ce que tu leur as fait peur? Ah, au Kenya? Ouais. Non, franchement, les Kenyans. Bah après, j'ai été quand même assez étonné parce que 1 ou 2 fois sur la piste, c'est vrai que il y en a qui sont venus me voir en me disant est-ce que c'est toi qui as fait les Jeux Olympiques, etc. Donc il y en avait quand même que je pense ouais, qui suivent l'athlète et surtout le steep, c'est vraiment une de C'est leur leurs truc. ouais c'est ça, c'est vraiment leur truc. Donc je pense que ils ont été beaucoup à regarder les Jeux. Donc bon, il y en a qui m'ont vu là-bas sur la finale et qui m'ont reconnu, mais après non, 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 franchement ça va, je leur faisais pas trop peur, surtout je vous dis là, vu les Surtout séances que cette je faisais fois-ci. là-bas, il y avait rien d'effrayant. Mais ce qui est ouf, c'est que ce que tu dis, Alexis, c'est que là-bas, en fait, c'est pas comme chez nous, hein. Je pense que si maintenant Alexis va sur un stade d'athlètes en France, bah, ce sera différent. Il y a peut-être tout le monde qui va le regarder et qui va vouloir lui parler. Mais en fait, là-bas, ils sont tellement à être tellement forts et bah, il y a des fois où, je sais pas si toi, Alexis, t'étais là quand on avait vu Kipchoge. Si, bah, si, Ouais, on avait fait une séance d'ailleurs, on l'avait dépassé. Mhm. Bah, en fait, on croise tellement des mecs qui Excusez-nous, sont excusez-nous. tellement au-dessus de nous, qui sont tellement, bah, un mec comme Kipchoge, bah, c'est le summum de la course à pied, ce qu'il fait en ce moment. Bah, en fait, quand tu croises des mecs comme ça, pour eux, c'est normal. Donc, ouais, c'est ça. en fait, on est obligé enfin, c'est pour ça que je pense que t'es obligé d'être humble quand t'es au Kenya parce que eux, ils le sont. Ça fait partie des ingrédients justement qui vous donnent envie d'y retourner parce qu'on peut faire des très bons stages partout dans le monde, que ce soit en altitude ou pas. Est-ce que ce côté pas se fondre dans la masse, mais presque, c'est aussi quelque chose qui est plaisant pour vous? Bon, Julien, c'est peut-être un peu moins le cas pour toi qu'Alexis, mais voilà, est-ce que voilà, bon, vous y allez juste pour pas être embêté entre guillemets, quoi. Bon après moi franchement je suis quand même pas Ne trop te trop embêté sous-estime en pas, France, Alexis. même si non non mais même si c'est vrai que depuis les Jeux bon j'ai quand même plus de sollicitations et c'est vrai que quand t'es là-bas et que au moins tu sais que t'as rien à faire sauf t'entraîner, c'est quand même c'est bien. Après voilà, je vais pas me plaindre et il y a pas de raison de cela, mais ouais ouais c'est vrai que être là-bas et au moins que personne te connaisse ou quasiment être dans ton coin, tu vois, moi surtout c'est vrai que bah forcément après les Jeux Olympiques, les mois qui ont suivi, dès que je voyais quelqu'un, il me parlait des Jeux Olympiques et c'est vrai qu'à la fin j'en avais presque un peu marre parce que j'avais juste envie de passer à autre chose. C'était un super souvenir mais voilà, je voyais déjà l'été d'après, etc. Donc je c'est vrai qu'à force qu'on me parle voilà la finale olympique, etc. Je voulais dire mais en soi ça c'est voilà c'est du passé. Et moi maintenant bah je vise d'autres choses et c'est vrai que quand on revienne tout le temps sur ça, à la fin c'était un petit peu lassant. Mais le Kenya ouais, m'a fait du bien pour au moins repartir de zéro sur ça et maintenant là je suis ouais, vraiment focus sur la prochaine saison. Bah, si j'avais su, moi, ça me fait penser qu'une des premières choses quand on a parlé ensemble, c'est que je t'ai parlé de la finale olympique, justement. Ouais, mais c'est normal. Ça c'est normal entre C'est guillemets. tabou, ça y est, on a compris. Jamais. Non, mais Faut pour ce faire que autre tu dis, chose après, voilà, faut aller aux Europes, aux mondiaux et refaire des finales, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Ouais, bien sûr, ce bien qui est sûr. bien, ce qui est bien notamment là-bas, c'est que, et je pense que c'est en fait, il y a tellement de monde, il y a tellement d'athlètes, et en fait, il y a tellement un niveau élevé qu'en fait, on va là-bas et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas, même si en France, on croit qu'on est fort chez nous, bah, en fait, quand on va là-bas, il y a tellement de gars qui ont notre niveau, qui sont plus forts, que, en fait, moi, je trouve ça bien, hein, parce qu'après, quand tu rentres chez nous, tu te sens de nouveau bien, alors que là-bas,
Enfin, ouais, comme c'est ce que je disais avant, en fait, t'es obligé d'être humble quand t'es au Kenya, en fait. Ouais, exactement. En vrai, t'es au Kenya, tu cherches un mec pour faire ta séance avec toi, tu peux prendre n'importe quel gars qui court un peu, il va y arriver sans Hmm. problème, hein. Donc c'est là où tu te dis, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça me fait Mais penser ça, un c'est des trucs, peu. c'est des trucs, c'est impossible chez nous. Enfin, je sais que maintenant, toi, chez toi, Alexis, enfin, ça va être impossible que tu trouves un mec dans ton village qui puisse te tirer Ouais, bien sur une sûr. séance. Ça, c'est des trucs qu'on peut voir que là-bas, qu'on peut voir qu'au Kenya. Ouais. Ce côté humilité et un peu, voilà, se recentrer un peu sur l'essentiel, ça me fait un peu penser, je pense que vous avez entendu parler de ça, le triathlète du coup Vincent Louis, qui avait eu une grosse déception au JO de Rio avec, bon, une 7e place, ce qui est loin d'être mauvais en soi, mais lui, il était vraiment là pour les médailles. Il avait eu une grosse phase difficile après, avec vraiment plus du tout envie de s'entraîner, même plus trop envie de voir ses amis et tout. Et il est parti en stage au Kenya, et là, bah, il a vraiment pris littéralement une claque et il a pris conscience que bah ouais, ok, il était un peu triste de ses performances au JO, mais qu'il pouvait pas se plaindre d'avoir fait 7e au JO, que il avait quand même bah, une belle vie, quoi, il avait le droit il pouvait s'accorder le droit de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut. Il avait un peu, comme il dit un peu l'expression tout le temps, un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture sur sa table. J'imagine qu'on fasse du très haut niveau ou qu'on soit un coureur amateur un peu, comme tu disais, en 35 minutes au 10 km, voire 40, 45, ça fait partie des moteurs pour aller au Kenya, de ce côté bah, aventure humaine un peu, quoi. Prendre conscience d'une nouvelle culture, celle qui vous plaît aussi. Ouais, Ouais, franchement, c'est vrai que ça c'est top. Et quand tu vas au Kenya et qu'après tu rentres en France, c'est vrai que tu relativises beaucoup de choses et que tu te plains moins parce que on a tendance à se plaindre dès qu'il y a un petit truc, alors que eux, en soi, ils ont pas grand-chose, ils ont quasi rien, mais ils sont toujours souriants, toujours satisfaits d'avoir ce qu'ils ont et c'est vrai que ça fait du bien de voir des gens comme ça et moi j'aime beaucoup ça. il y a d'autres trucs, je trouve, qui sont importants. C'est que c'est vrai, quand on est là-bas, en fait, on se rend compte de la chance qu'on a chez nous. Il y a des trucs tout bêtes, hein. Moi, je prends l'exemple de la douche. En fait, au Kenya, t'as juste un truc pour ouvrir l'eau. Bah, si t'as de la chance, t'as des jours, bah, c'est chaud. T'as des jours où, bah, ça peut être froid. Donc, déjà, pour ça, tu te rends compte que chez nous, on a de la chance Hmm. d'avoir ça. Puis même c'est vrai que là-dessus Alexis a tout à fait raison. En fait, quand on voit les enfants ou même tout le monde, les adultes, en fait ils ont pas grand-chose. Souvent bah ils ont même pas beaucoup, ils ont pas d'argent, ils ont pas comme nous des réserves de côté. Mais en fait tu vois ils vivent la vie à l'instant T, ils vivent bien. Et c'est vrai que ça c'est fou. Nous on se dit toujours, on a toujours peur de manquer. Et en fait, eux, ils vivent pas du tout de la même façon à ce niveau-là. Et moi, ce que j'adore aussi chez eux, c'est que en fait, il y a aucun stress. Il y a pas de notion d'heure. Chez eux, par exemple, on va dire rendez-vous. Bah, je parle pas pour l'entraînement parce que pour l'entraînement, c'est quand même un petit peu plus strict. Mais quand tu vas donner rendez-vous à un Kenyan pour aller boire un verre ou boire quelque chose, bah, tu vas lui donner rendez-vous à 11 heures, il va venir à midi. Bah, pour lui, c'est pas un problème, c'est normal. Bon, les Enfin, Français au qui font niveau ça de... quand même, hein. Ah oui, oui. Ouais, mais c'est vrai que On en connaît c'est vrai, tous, hein. mais c'est vrai que chez eux, c'est quelque chose ils se prennent pas la tête. Enfin, même quand tu vois sur la route, C'est chez ça. nous, quand on est au volant, on est tendu, on est prêt à se battre Hmm. pour un refus de priorité ou quoi que ce soit. Eux là-bas, ils roulent hyper mal. Enfin, il y a pas de code il y a pas de code de la route, ils roulent hyper mal, mais les mecs, ils sont hyper zen. Ouais. Enfin, moi, je sais depuis que j'y vais, ça m'est très rarement arrivé de voir des clients qui sont énervés. Alors que chez nous, quand tu vois, nous, on évolue quand même la société de chez nous, on est constamment en stress, constamment Hmm. Ouais. se battre, être les uns contre les autres. Et c'est vrai que être là-bas, en fait, ça fait du bien. Rien qu'à ce niveau-là, ça fait du bien. Alexis, le chat a deux questions pour toi. Après, Laurie, je te laisse la parole. Tu parlais de test d'énergie. C'est quoi précisément? Donc voilà, en gros, c'est quoi un peu ton protocole? C'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Euh, c'est par rapport à la variabilité cardiaque. En gros, le matin, dès que je me lève, j'ai une appli sur le téléphone, donc faites exprès. Et après, je mets mon cardio. Simplement, je reste 5 minutes allongé sans bouger. Et après 5 minutes debout, pareil, sans bouger. Et ça, en fait, en fonction du battement de ton cœur, des intervalles entre chaque battement, etc., ça te donne des valeurs.
moi, je pourrais pas rentrer exactement dans le détail. Moi, c'est mon coach qui a fait pas mal de formations sur ça et qui analyse tous mes tests. Mais en gros, voilà, ça te donne des valeurs d'énergie. Et en fonction de ces valeurs, bah, tu sais, en fait, c'est pas un test qui va te dire si tu es en forme, mais c'est un test plutôt qui va te dire si tu l'es pas. Et si t'as pas assez d'énergie pour faire une séance, ou si au contraire, voilà, tous les voyants sont verts et qu'il n'y a pas de souci, tu sais, tu vas pouvoir la faire sans problème. Et moi, ce que je trouve super intéressant par rapport à ça, c'est que ça, des fois, ça t'empêche de, comment dire, de creuser dans des états de fatigue. C'est-à-dire que peut-être, ouais, tu vas avoir un mauvais test, ta séance, bah, si on met quelqu'un qui fait pas les tests, hein, mais qui aurait des valeurs basses, peut-être sa séance, ça va passer, sauf que derrière, ça va, au lieu de récupérer, normalement en 2 jours, bah, pendant 5 jours, derrière, il va pas être bien. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant 6 ans que je travaille par rapport à ça. Et il m'arrive des fois l'été, là cet été ça m'est arrivé, franchement pendant tout s'est super bien passé. Et le jour où je devais faire ma plus grosse séance de cycle, bah mon test sans aucune raison, hein, parce que la veille il était très bien, bah il était pas très bon. Et bah du coup on a décalé la séance de 3 jours et après ça a été, mais peut-être que ouais si j'avais pas les tests, bah j'aurais quand même fait ma séance du coup. Et derrière ça aurait été plus compliqué pendant un long moment. Donc ça je pense que dans la gestion d'une saison et de la fatigue c'est vraiment super intéressant. Et deuxième petite question pour tous les deux sur votre volume d'entraînement. Combien de bornes par semaine en France et combien en stage au Kenya, donc à la fois pour Alexis et pour Julien? De toute façon, dès qu'on Euh, parle course à pied, on parle de nombre de bornes, hein. C'est un peu ouais. Bah la après moi, référence. du coup, quand je vais au Kenya, généralement c'est l'hiver, fin de l'hiver ou voilà fin d'automne. Donc c'est une période où j'ai un volume plus important, assez conséquent d'entraînement. Je pense que de manière générale, je fais un petit peu moins de kilomètres au Kenya parce que je prends toujours un jour de repos. Toutes les semaines, généralement le dimanche, je fais rien parce que c'est suffisamment dur et que je pense que mon corps en a besoin. Donc grosso modo, au Kenya, je fais entre 100 et 115 kilomètres par semaine. Et là, depuis que je suis rentré en France, c'est un petit peu plus, mais c'est ouais entre 120 et 130, quoi, on va dire. C'est marrant parce que moi je fais une distance plus courte que qu'Alexis sur piste, notamment notre distance de prédilection, et je cours plus. Moi en général, je sais avant d'aller au Kenya, je tournais déjà à 120, 130 km semaine ici. Et là, mes plus grosses semaines, j'ai dû faire 3 ou 4 semaines d'entraînement à entre 150 et 160 km au Kenya. Après, ça dépend vraiment de quelqu'un comme Alexis, par exemple, il a besoin d'un jour de repos. Moi, je sais que sur le stage de l'année dernière, j'en avais aussi besoin. Bah, ce stage-là, bah, bizarrement, j'étais quasiment en forme. Enfin, hormis le fait que j'étais malade au tout début du stage, j'ai quasiment été en forme tout au long du stage. J'ai pas connu de baisse de régime. Et juste pour rebondir ce qu'il disait avant par rapport au test, Alexis, bah justement, c'est pour ça que c'était aussi pertinent de m'entraîner avec lui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. On en a parlé justement, on en a parlé dans la voiture quand on allait à la piste par rapport à ce test. Je connaissais pas du Ouais. tout. Bah finalement, je le fais quand même pas, mais je me rappelle de lui avoir posé une question par rapport à ça. Il m'avait dit justement que le matin, son test, il était pas bon. Donc, je lui avais demandé si ça avait pas un Tu te dis, impact c'est aussi bon, c'est ton jour, psychologique. tu vas pouvoir lui faire mal, quoi. Ouais, ça aussi, je me suis dit. Non, non, en vrai, franchement, il n'y a pas du tout. Enfin, moi, je sais que de mon côté, et Alexis, je suis sûr que c'est pareil, il n'y a pas de concurrence malsaine. Moi, Ouais, c'est on n'est ça. pas du tout. Ouais, On n'était pas. bien sûr. C'était plus le fait de s'entraîner ensemble et plutôt que de se dire, bah, le but, c'est de défoncer l'autre. Mais justement, pour rebondir Ça, par c'est la rapport version politiquement correcte, ça. pour Ça, rebondir par Kenya, rapport pas au, Kenya, on est tous pareils. pour rebondir par rapport au test, je me rappelle plus justement ce que tu m'avais répondu. Est-ce que tu trouves pas que ça a une incidence psychologique, le fait que par exemple tu fasses ton test ce matin-là de la séance, tu avais fait un test qui était, bah, tu l'avais jugé pas bon. Et est-ce que c'est pas dans la tête aussi, bah du coup vu que tu as fait ton mauvais test, tu dis bah sur la séance, bah je vais être moins bien, je vais avoir des mauvaises sensations. Je me rappelle plus ce que tu m'avais répondu. Ouais. Bah, je dis que non, franchement, j'essaie vraiment de me détacher de ça. Après, peut-être que inconsciemment, ça a peut-être un petit impact. Mais après, il y a des fois où ouais, j'avais pas fait des très bons tests et j'avais quand même fait ma séance et que ça s'était plutôt bien passé ou des fois l'inverse. Après, par contre, ce que je fais, c'est que 2 jours, les 2, 3 jours avant mes compètes, c'est vrai que j'en fais pas. J'en fais plus. Je m'en sers vraiment dans l'entraînement quand je m'entraîne beaucoup pour voilà pas rentrer dans l'état de fatigue. Et je me dis que de toute façon pour la compète, dans tous les cas, je vais la faire et quoi. Donc Pas le choix. ouais, c'est ça. Donc pas se prendre la tête. C'est vrai que je pense que bah si le matin d'une compète importante, tu fais un test et qu'il est pas très bon, même si
t'as beau essayer de laisser ça de côté, ça joue peut-être forcément un petit peu. Donc là, depuis, ouais, j'ai arrêté de faire des tests 2 jours avant mes compètes généralement pour être vraiment focus sur ça. Et de toute façon, normalement, je me dis qu'il y a pas de raison que ça aille pas le jour de la compète. Donc si t'as fait ce qu'il fallait avant, donc. C'est clair. Et du coup, juste une dernière question, Julien, sur ce sujet. Toi, tu as ouvert du coup un centre d'entraînement au Kenya. Si je dis pas de bêtises, c'est ouvert depuis le 2 décembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un peu finalement, d'où était venu ce projet-là et comment ça se déroule en fait, comment ça s'organise? En fait, je reviens toujours au même quand l'aventure Kenya en fait elle a commencé grâce à Bob Tari que j'avais rencontré sur une piste d'athlée. En fait, il est du coin de chez moi. En fait, je l'avais rencontré, il m'avait fait venir au Kenya. Lui, il avait un centre d'entraînement à ce moment-là. Il faut savoir que c'est exactement le même qu'on a maintenant. On l'a juste repris. Et du coup, les premières fois, je suis allé au Kenya avec lui et il m'a montré un peu comment ça fonctionnait le centre, comment il gérait le centre. Son but à lui, c'était que moi, je m'en occupe parce que lui, il avait tellement d'activités en France qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Du coup, moi, j'ai commencé à m'occuper du centre en 2018. Du coup, c'était lui le propriétaire du centre, mais c'était nous, Renix, qui avions la gérance du centre. Donc nous, on s'occupait des stagiaires, on s'occupait de tout. En fait, on gérait à proprement dit le centre. Après, il y a eu la crise du Covid. Le centre il a dû fermer, on n'arrivait plus à, enfin c'était plus, on avait tellement d'incertitudes sur l'avenir que c'était mieux de fermer le centre. Ouais, ouais. Là on a eu la chance. En fait quand je suis revenu au Kenya, c'était pas prévu de reprendre le centre. En fait j'ai vu qu'il y a eu une opportunité, que le centre il était libre, qu'il y avait une opportunité de reprendre. Du coup en fait on a avec mon pote Romain avec qui on gère ça, on n'a pas du tout hésité, on a tout de suite repris le centre. Et en fait, on sent qu'il y a tellement de la demande. En fait, je pense que ce qui accentue le fait, c'est que nous, on poste beaucoup, on met beaucoup de publications, on essaie de faire vivre vraiment à fond le Kenya. Et c'est vrai que ça donne envie à beaucoup de monde. Donc, on a beaucoup de demandes. Mhm. Après, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ont dans l'esprit comme quoi le Kenya c'est réservé justement à l'élite. C'est réservé que à des athlètes de haut niveau, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Quand on est à Iten, même en ce moment, quand nous on y était, en fait, il y a vraiment une grande partie, je pense que ça doit être 50-50 entre les coureurs amateurs et les coureurs professionnels. Mm. C'est vrai qu'il y a quand même une grande majorité de coureurs professionnels qui viennent pour préparer leur saison. Mais en fait, les amateurs, ils y trouvent tout à fait leur compte aussi, hein. Parce que bon, eux, ça va pas forcément. Il y en a certains qui vont venir, même s'ils sont amateurs, ils vont être focus à fond sur l'entraînement. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire à côté aussi. Il y a des safaris à faire, il y a découvrir la culture kenyane, aller dans des écoles, faire de l'humanitaire. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire à côté. C'est pour ça que, en fait, même quand on est amateur, en fait, ça vaut le coup même de découvrir cette culture et ce pays qu'est le Kenya, hein. Et c'est pour le coup, c'est, j'ai envie de dire, réservé à un public athlète français ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment de tout. Je sais que là, pour l'instant, depuis qu'on a ouvert, on accueille majoritairement des Français. Là, en janvier, on a 24 places disponibles chez nous. On a déjà 21 réservations au mois de janvier. On va avoir une partie de l'équipe de France, mais oui, c'est vrai que c'est une majorité de Français. Mais non, autrement, je sais qu'avant, on accueillait beaucoup d'Européens. Je pense que ça va revenir aussi. Et la proportion vraiment amateur professionnel, elle est vraiment à 50-50, hein. Ok. Et après, juste pour relancer là-dessus, c'est pas forcément, on demande pas, il y a aussi des gens qui viennent en famille. Enfin, c'est pas encore arrivé maintenant, mais c'est arrivé l'année dernière notamment. On avait des familles qui venaient, il y avait juste la femme qui courait, le mari il était là juste pour accompagner, il courait pas, les enfants qui étaient là. Enfin, c'est vraiment destiné à tous, hein. C'est pas vraiment Mhm. exclusivement réservé à ces jours d'entraînement, entraînement le matin, entraînement le soir. C'est pas forcément que comme ça. Ça donne envie en tout cas. Ça doit être sympa. C'est le Ouais, but, hein. c'est Je à sais que faire, c'est à nous, faire. ouais, puis c'est ce qu'on dit. Le but, enfin, franchement, quand on est passionné de course à pied, c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie, hein, parce que quand tu vas sur une piste le matin à 8 heures du matin, il y a 200 gars qui sont en train de faire des séances. Mhm. Même quand tu vas dans Iten, à n'importe quelle heure de la journée, tu vois des mecs qui sont en train de courir tout le temps, des grands groupes. Enfin, c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie, quoi. J'avais une dernière petite question avant qu'on enchaîne sur la suite enfin une autre thématique avec Laurie. On a un peu aussi l'image du Kenya comme des petits villages et tout, alors qu'au final, Iten, je crois que c'est 40 000 habitants.
Eldoret, un autre lieu où les gens vont beaucoup en stage, c'est 200 000 habitants. C'est comparable à une ville comme Rennes en termes de nombre d'habitants. Du coup, c'est comment un peu le quotidien extra-sportif aussi là-dessus, quand on n'est pas forcément dans un centre où tout est planifié, tout est préparé. Parce qu'on disait qu'il n'y a pas forcément d'autres sollicitations, d'autres choses qui nous font un peu sortir de la course à pied, mais au final, c'est pas forcément une vie d'ermite totale non plus, quoi. C'est quoi un peu la vie de ceux qui courent pas là-bas? Déjà par rapport à Iten, 40 000 habitants, pour en avoir parlé quand j'y étais justement là, il y a 2 semaines, je crois qu'on est plus aux alentours de 10-15 000. C'est ce qu'on peut lire D'accord. sur Internet, comme quoi il y a 40 000 habitants. Mais je pense pas que, je sais pas Alexis ce que t'en penses, mais Ouais, je pense je pas vois non mal, plus. je vois mal comment 40 000 habitants pourraient, parce qu'en fait c'est vraiment un petit village. Faut savoir que Iten c'est une ligne droite, enfin c'est une ligne droite avec quelques maisons qui sont un petit peu éparpillées, mais ouais Ok. c'est vraiment pas très grand. Après niveau extra sportif, franchement à Iten c'est pas pour exagérer, mais à Iten il y a rien à faire, hein. Il y a rien du tout, hein. Il y a un hôtel qui s'appelle le Carrio View où on peut aller prendre des desserts et éventuellement craquer si on veut manger des frites ou un burger ou un truc comme ça. Mais autrement, je sais qu'il y a il y a une petite boîte de nuit aussi où je sais pas si Alexis t'es déjà allé, moi j'y suis Bah jamais allé. voilà, Oh Voilà, il y a non. une petite boîte de c'est nuit, bon. mais ça, C'est fermé ici en c'est, plus maintenant. ouais, mais c'est pas comparable à chez nous. Mais par contre, ce qui est vrai, ouais, c'est qu'à Eldoret, bon là, je pourrais pas te dire combien il y a d'habitants parce que j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai quand on va à Eldoret, bah tout de suite, il y a beaucoup plus de monde. On est vraiment, Hmm. bah, les uns sur les autres. Bah là-bas, c'est quasiment, ça se rapproche d'une vie à l'européenne, hein. On va, bah souvent, on va manger justement avec Alexis, on va dans un centre commercial, bah en fait, on trouve des produits de chez nous, on trouve exactement les mêmes boutiques que chez nous, quasiment. Il y a un cinéma, il y a tout. Donc, hormis Haïten où on est un peu coupé du monde parce que c'est un petit village à la campagne, ça reste vrai. Quand on va à Eldoret en ville, ouais, en fait, on se rapproche vraiment de la vie à l'européenne. Ça marche. Juste faire un petit truc parce que la webcam d'Alexis commence à faire n'importe quoi. Pendant ce temps-là, Laurie, je te laisse enchaîner sur la deuxième Ok. thématique. On va reparler du Kenya tout à l'heure, mais là, pour le coup, on revient à Paris, un petit peu sur l'actualité hein, de Paris 2024. On va revenir forcément sur une annonce qui a fait beaucoup parler dernièrement, c'est l'officialisation de l'ouverture des Jeux sur la scène. Donc pour le coup, c'est totalement inédit. Alors j'ai avec moi, alors, je ne sais pas si on la verra bien à la cam, mais la une de l'équipe, donc du lendemain de l'annonce. Donc c'est marqué entrée en scène. Et donc, bon, les photos sont magnifiques. Hein. Les visuels, forcément, sont magnifiques. Moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai appris le truc, j'ai dit, et s'il pleut? Enfin, voilà, l'optimisme moyen, même si on sera en juillet. Bon, On bref, pense je me beaucoup à suis la posé la météo quand question, même. quoi, enfin, tu vois. Et donc, pour le coup, c'est la première fois que l'ouverture des Jeux ne sera pas dans un stade, euh, mais sur un parcours. Donc là, pour le coup, sur un parcours de 6 km hein, dans Paris, donc entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Donc il y aura plusieurs points marquants, donc notamment avec la fin de la cérémonie au niveau du Trocadéro. Moi, je sais par exemple que pour être allé au retour, euh, au retour des champions olympiques, notamment des équipes de France cet été, c'est vrai que pour le coup, le fait de les accueillir au Trocadéro, c'était Hmm. assez génial quoi, hein, pour le public, pour les gens qui étaient là. Donc il y a 600 000 spectateurs qui sont attendus, donc à la fois donc dans des tribunes payantes et pour le coup des accès gratuits. Ça aussi c'est donc voilà, bon, les visuels, on les a T'entends mal Laurie, là. Je sais pas les gars si vous l'entendez Ouais. Ouais, à Là, Ah, chaud. j'entendais plus un peu trop à mieux. la fin. Ah, c'est bon. je Là, crois c'est que t'es bon. revenu, Ouais. c'est bon. Faut que tu reprennes deux, trois phrases en arrière, mais ça va. Ok, ok. Non, je disais donc vous Je allez me fais sûrement engueuler dans le chat pour le son en plus, alors juste pour rien. pardon sur le site de Paris 2024, c'est vrai que les visuels sont assez fous quoi. Enfin, il y a même s'il y a encore beaucoup de choses à définir donc en termes de budget, d'écosystème, de sécurité forcément, et puis aussi de direction artistique quoi. Comment tout ça va s'organiser. Forcément, Alexis et même Julien, moi je voulais vous poser un peu votre avis sur la question. Vous, comment vous aviez réagi à cette décision de faire les jeux comme ça, enfin, faire l'ouverture des jeux sur la scène.
Tony Estanguet disait dans l'équipe que quand il avait participé au jeu, pour les athlètes, l'un des points un peu négatifs, c'est de ne pas pouvoir découvrir la ville dans laquelle on est. J'imagine que c'est un petit peu quelque chose qui fait rêver ce genre d'ouverture-là. Ouais, bah franchement, moi je trouve que c'est vraiment une super idée. Déjà, c'est bien, ça change d'habitude que ce soit dans le stade. Là, ça permet à un nombre beaucoup plus important de personnes de pouvoir assister à cette ouverture des Jeux Olympiques. Et comme tu le disais, du coup, il y aura aussi des possibilités de voir ça et que ça soit pas payant. Donc, ça permet vraiment Ouais. d'ouvrir ça à tout le monde parce que sinon, c'est pas tout le monde qui a les moyens je pense, d'acheter sa place pour aller voir l'ouverture. Donc, ouais, non, vraiment une super idée de l'ouvrir à un grand nombre de personnes. Et c'est vrai que par rapport au fait d'aussi un peu voir la ville, ça peut être très très bien pour les athlètes. Parce que bah déjà, je pense que ouais, en temps normal, t'as pas trop l'occasion. Et moi, à Tokyo, bah là, j'ai clairement, enfin, on n'avait pas le droit de sortir. Donc, mis à part le trajet entre le village olympique et le stade, j'ai clairement rien vu. Donc ça aussi, ça peut être une très bonne idée. Donc, ouais, moi, je vois vraiment que du positif dans cette idée-là. Moi, pareil, que du positif. Moi, c'est tant que j'arriverai à vivre une cérémonie, même si ça serait dans un stade, si je pourrais y être, peu importe, moi, ça m'irait. Là, En pour tout le cas, coup, t'as tu vu pourras. qu'elle te fait confiance. Elle a dit potentiellement Julien Rank au JO 2024, pas impossible. Mais je sais pas si Voilà, on vous sait jamais. faites De cet toute façon, effet-là. Moi, en parlant de cette cérémonie d'ouverture sur la scène et tout, même avant que je sois officialisé, je sais pas si vous avez lu ça, il y avait l'équipe qui avait fait un petit cahier à J-1000 avec justement un peu carte blanche à trois Oui, oui, directeurs artistiques. C'est là que je me suis dit, mais en fait, ça va être chez nous. Dans les idées bon, tout n'était pas forcément incroyable, mais je sais pas, on disait, ouais, Maître Gims va reprendre du Edith Piaf, on va avoir Gérard Depardieu qui sort de la scène, on va voilà, faire tel ou tel truc sur tel pont. Et en fait, c'est là que je me dis, mais en fait, ce qu'on a vu depuis qu'on est gosse, moi, mes premiers souvenirs, c'était à Athènes, puis Pékin, puis Rio, puis Tokyo. Bah, ça va être à Paris, quoi, en France. Évidemment, on le sait, parce que voilà, ça fait quand même depuis 4 ans maintenant, plus de 4 ans qu'on s'est officialisé. Mais en vrai, le premier petit frisson, c'était ça. De me dire, bah voilà, là, les quais qu'on voit tous les jours, les ponts qu'on voit tous les jours quand on habite à Paris, imaginez les gradins, imaginez tout le monde qui est là. Et bah, ça donne hâte, mais fois 1000, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah moi, franchement, pour être honnête, je réalise pas que quoi, les Jeux, ça se fera en France et on le sait et je fais que dire que c'est une chance incroyable pendant sa carrière qu'il y ait des Jeux Olympiques à domicile. Donc, mais je me rends pas compte. Je pense que tant qu'on n'y est pas et qu'on le vit pas, je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça va être parce que ouais, non, être soutenu par tout un pays chez soi pour la plus grosse compétition internationale. Ça va vraiment être incroyable. Donc, je pense que ouais, il y a que quand ça commencera vraiment moi, que je réaliserai l'ampleur de la chose. C'est vrai que moi, plus dans une analyse en mode spectateur que forcément qu'athlète, rien que le fait de se dire comme quoi, bah, en général, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que enfin, de manière normale, tu regardes à la télé, tu te réveilles te réveilles dans la nuit pour regarder, pour suivre. C'est vrai que cela, se dire que bah, ça va être chez nous et qu'on va pouvoir même, enfin, tout le monde, pas forcément tout le monde parce que ça va coûter un peu d'argent les billets, mais se dire que potentiellement on a la chance d'aller d'y assister directement, c'est vrai que c'est un truc de fou. La billetterie, il faudrait être solide quand même. Parce que je pense que ça va Ouais, être ouais, ouais. les Faut vieilles être charrues connecté, ouais. quand il y a Céline Dion, quoi. Ah, ça va être chaud, hein. Mais je crois que Mais ils annoncent les premiers tarifs à 15 euros pour a priori Oui, toutes ben, les en fait, épreuves. ça va être Mais on selon, verra. ouais, selon les tribunes, etc. Il y Ouais. aura des places gratuites et aussi, après, forcément, ça va aller crescendo. Mais c'est pareil, moi, quand j'ai vu 600 000 spectateurs, ben, soit c'est moi qui me rends pas du tout compte, mais j'ai l'impression qu'il y en aura beaucoup plus, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas. C'est, Bah, d'avant, ils disaient 2 millions. ben ouais, alors est-ce que c'est par rapport en termes de sécurité ou quoi que ce soit, Ouais. qu'ils vont être quand même obligés, sans doute, de limiter, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'ils voient assez bas. Enfin, Hmm. après, Ouais, c'est eux c'est qui vrai, je font. pense que ouais, potentiellement, il y a beaucoup plus de 600 000 personnes qui voudront y aller, ça c'est clair. C'est sûr. Sachant qu'en Après, plus de ça, après, il y aura des écrans partout, quoi. Donc possibilité de suivre absolument partout dans Paris. Donc
Après, rien que se dire à l'heure actuelle, si maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir 600 000 personnes, ce serait déjà bien Comprendre, vu la ouais. situation qu'on a. Peut-être que Déjà tu tapes 600, plutôt là-dessus avec la situation. Ouais, déjà 600, ouais. ça sera déjà pas mal. Moi, je signe, hein, clairement. Mais après, j'avais vu une histoire dans tous les débats autour de la sécurité, et ils comparaient un peu ça à une histoire de jubilé de la reine d'Angleterre, je sais plus trop quoi. Alors moi, je connais absolument rien. Et ils étaient 1,5 million. Alors les amis, si on n'est pas capable d'avoir plus d'1,5 million pour les JO, alors que les Anglais ils sont là pour la reine, franchement, on ne tire pas Oui, la comparaison. tu sous-estimes l'importance de la reine quand même. Ouais, mais attends, Chez quand eux. même. C'est vrai, je sous-estime, mais bon. Non, je pense qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, c'est Ouais, sûr. non. Mais pour le coup, les images étaient assez dingues, quoi. Je sais pas comment Ouais, ça ça va donne envie. rentrer, mais les images sont folles. Alexis, on a un de tes homonymes dans le chat qui nous demande si tu vas accentuer les entraînements sur le haut du corps pour porter le drapeau sur 6 km. En plus, Bah vous y écoute, mettez à deux maintenant. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai. Non, ouais, bah on n'en est pas encore là, hein. Déjà d'y aller, ça sera bien, de porter le drapeau. J'avoue que j'y pense pas trop et que ça m'étonnerait que ça arrive, mais ouais, non, j'avais quand même pas le haut du corps parce que ça sera pas top pour la course à pied, donc ouais. tant pis, je le laisserai tomber au bout de 500 mètres, mais c'est pas grave, je privilégie la course. Ok. Et Est-ce puis qu'il va pas y en avoir on, un seul athlète qui va se la jouer, je me jette dans la Seine, quoi. Ça peut Pierre-Ambroise donner des Boss, c'est idées. pas impossible, ça peut. Ah, je pense que ouais, ça peut être. Je sais même pas s'ils ont pensé, mais je pense qu'il peut y avoir aussi deux trois rugbyman qui prennent des gens et qui les jettent. Ça peut être voilà, la première discipline olympique, le saut dans la Seine. La Et police, la police en on, il y a Rémiso, Alexis, qui fait référence alors au moment où, c'est vrai, juste avant ta finale, il y avait une épreuve d'équitation, je crois. Et apparemment, je sais pas si Rémiso te connaît, si tu en as parlé avec lui ou elle, mais apparemment, ça t'a tracassé. Dis-nous tout. Ah non, enfin, Parce non, que non, pas de spécial. Bah, France c'est Télé vrai s'est quand même que, bien fait taper dessus pour des choix de programmation parfois. ouais, ouais. Bah ouais, enfin on m'a dit parce que du coup, bah moi j'ai pas vu, mais que ouais, ils avaient pas montré le début de ma finale et pas entièrement parce qu'il y avait de l'équitation en même temps. Après, bon, je sais pas l'équitation, je suppose qu'il y avait quand même des Français, sinon j'avoue que là je le prendrais un peu mal. Mais ouais, bah après, il faut faire des choix. Moi, j'étais pas eu non plus une très grande chance de médaille, donc voilà, de là à montrer ma finale entièrement, bah je peux comprendre que s'il y a d'autres choses en même temps, il y a de la Hmm. place un peu pour tout le monde et qu'ils aient pas pu la montrer entièrement. Après, ouais, c'était dommage parce que ça aurait été sympa, mais non, D'accord. non, ça m'a pas non plus trop tracassé et je peux C'est pas comprendre. spécialement. Ok, ça marche. Il y avait des Français, il me semble, c'était pas la fin du saut d'obstacle par équipe ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs qu'on avait dû un peu râler. Même moi, j'étais au Trocadéro justement à ce moment-là. Bah, avec, j'ai oublié son prénom, celle qui s'occupe un peu de la com du Clermont Athlé. Et Emilia? du coup, on est peut-être, ouais. Donc on avait un peu râlé pour qu'il passe de France 4 à France 3 ou je sais plus quoi. Il y avait une sorte de match de rugby à 7. Je m'en souviens plus. Bah, Bref, c'est vrai que c'est un des enjeux. de toute façon, pour l'athlé en général aux Jeux Olympiques cet été, faut dire ce qui est. France Télévisions, ça n'a pas été, hormis le fait qu'on pouvait suivre toutes les épreuves d'athlé sur l'application. C'est vrai qu'à Hmm. la télé, on n'a pas été forcément gâté par la programmation, hein, non. Enfin, pour suivre, si on avait juste la télé pour suivre, c'est vrai que ça avait été compliqué de suivre toutes les finales, hein, parce que la plupart n'étaient pas diffusées. Bah, Eurosport, les amis, hein, malheureusement. Mais bon. Tant On pis, hein. va passer à la dernière petite partie de notre live. Sauf si Laurie, tu as des questions à rajouter ou des choses à redire Ah non, moi, sur tout la va bien. cérémonie d'ouverture. Tant que Julien et Alexis sont encore là dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Kenya, sur quoi que ce soit, sur voilà, toutes les thématiques qui vous intéressent. On va se faire un petit quiz. Bon, on va le raccourcir un peu comme on est déjà à plus d'une heure d'émission. Le quiz, c'est très simple, c'est Kenya ou pas Kenya. Je donne une affirmation, ça peut être quelque chose de très concret. Par exemple, ma capitale est Nairobi, Kenya ou pas Kenya. Vous me dites quoi? Kenya, du Ça coup. marche. Et si je vous dis quelque chose de plus, voilà, un peu
dans le mode de vie, dans la façon de vivre des Kenyans et tout. Si je vous dis métro, boulot, dodo, Kenya ou pas Kenya? Pas Kenya. Pas Kenya. Pas Kenya du tout. D'accord avec vous. Alors voilà, il y a toutes les thématiques. Hein. Par exemple, dans ce pays, le braconnage est passible de 20 ans de prison. Kenya ou pas Kenya? Kenya. Kenya. Et non, prison à vie. Ils blaguent pas du tout là-bas. C'est vrai que ça fait partie de leur aussi de ce qu'ils essaient de mettre en valeur, j'imagine, pour le tourisme. Peut-être que toi, Julien, c'est aussi un axe sur lequel tu travailles, sur un peu la mise en valeur de toutes les activités extra course à pied. Ouais, ça me fait penser aussi que j'ai fait un safari au lac Nakuru juste avant de partir. Et il y avait un truc qui m'avait marqué par rapport au braconnage, c'est qu'on avait croisé enfin, il y avait un rhinocéros qui était dans le parc. Et en fait, il était entouré de 4 gardes qui étaient armés. Ouais. Et je me rappelle qu'il y avait il y avait le guide avec nous. On lui avait demandé, mais ouais, pourquoi le rhinocéros il est entouré? Et en fait, il était en menace d'extinction. Et du coup, en fait, il est surveillé 24 heures sur 24 par 4 gardes qui se relayent. Ils se relayent tous les 2 jours. Ils font des gardes de 2 jours et ils sont non-stop à côté des rhinocéros. Ça m'avait vraiment marqué ça. Impressionnant. Laurie, t'as le droit de jouer aussi, hein, parce que je te vois Ah, pas c'est très. vrai? Ah, mince. Dans le chat aussi, allez-y, n'hésitez pas. Bon, j'ai pas de question rhinocéros, mais j'ai une question éléphant. Figure-toi. Alors, Kenya ou pas Kenya? Enfin, je vais pas poser cette question dans cet endroit-là. Il y a 38 000 éléphants dans ce pays. Kenya ou pas Kenya? 38 000. Kenya. Pas Kenya. Moi, je dirais pas Kenya. Et Kenya, voilà, le spécialiste mammifère, c'est Alexis Felu. Eh oui. Pour vous servir. Très fort. Bah ouais, une enfance à la ferme, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exactement. Ça Pas doit venir avec de les là. pas avec les mêmes animaux, mais pas mal. Désolé dans le chat si c'est plus long pour vous d'écrire, évidemment, que de parler. On va vous laisser peut-être un peu plus de temps pour répondre. Bon, allez, on passe des animaux à la géographie. Je suis traversé par l'équateur. Kenya ou pas Kenya? Kenya. Kenya. Ouais. Ils ont l'air sur deux. Ouais, Kenya, ouais. Ouais. Laurie, t'es sûr? Non. Aucun doute possible. Ça a séché les cours de géo. Ah, le chat est unanime aussi. Hein. Kenya, c'est traversé par l'équateur, en effet. Ça, je voyais c'est un peu plus au sud pour le coup, mais comme quoi. Et moi, j'apprends des trucs en préparant les quiz. Encore une question géographie. Mon point culminant est le Kilimandjaro. Kenya ou pas Kenya? Kenya. C'est pas avec la Tanzanie? Enfin, si, ouais, c'est le Kilimanjaro et le Kenya. Il est entre le Kenya et la Tanzanie, non? Laurie. Allez, Laurie, accélère. Non, pas Kenya. Ah ben, au moins, je laisse la chance au chat, tu vois. C'est bien, de répondre. Bah, ils ont répondu, hein, c'est bon, on peut y aller. Ok. Bah, c'est bon, pas Kenya, je t'ai Bah dit. non, c'est pas Kenya. Non, en effet, c'est en Tanzanie, ouais, le Kilimandjaro, Ah, qui est putain. le point culminant de tout le continent africain. Bon, ils se sont pas cassés la tête, hein. Le point Le culminant mont du Kenya, Kenya, le plus haut. Ouais. et du coup, qui est le deuxième au niveau de tout le continent. Et pour la petite histoire, donc Mont Kenya parce qu'on dit Kenya dans la langue, dans une des langues locales, et ça veut dire la montagne de l'autruche. Bon, j'ai pas trouvé ça très très stylé d'appeler ça une montagne de l'autruche, mais bon, voilà, comme ça vous le saurez. Allez, on passe un peu plus sur le sport, sur l'athlé. J'ai terminé 3e nation en athlétisme au JO de Tokyo avec 10 médailles, dont 4 en or. Kenya ou pas Kenya? Kenya. Ouais, Kenya aussi, peut-être. 4 en or, type chose. Ouais, Kenya, ouais. Bah, Julien essaie de les citer, les 4 en or. Kipchoge. Choguier. Sur marathon féminin, j'ai pas le nom, mais elle a aussi gagné. Sur 800 mètres, Ouais. mètres, ils ont gagné. Courir. Et le 4e. Kipchoge. C'est sur Kipchoge 1500 femmes, sur ouais. 1500 Ouais. mètres. Kipchoge sur 1500 mètres, ouais. C'est Donc ça. c'est bien ça, ouais, troisième nation. Quand même battu par l'Italie. Ils nous ont quand même fait un truc de ouf, les Italiens, avec leurs 5 titres. Et dernière question, est-ce que participer à un 10 km dont on connaît exactement l'heure et lieu de départ, c'est Kenya ou pas Kenya? Pas Kenya. Pas Kenya. Enfin, si, c'est Kenya. Enfin, non, oui, non, c'est pas Kenya, du coup.
Bah non, du coup. Non, pas très bien. Julien, raconte-nous un peu cette anecdote qui t'est arrivée là ce mois-ci, là, pendant ce dernier Ouais. séjour. Ouais, et puis c'est pas forcément une anecdote parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose, hein. J'ai deux anecdotes qui me viennent. Bah il y a celui juste de début décembre. On nous a dit rendez-vous à 8 heures. En fait, il y avait une affiche, il y avait marqué départ de la course à je me rappelle même plus, départ de la course à 8 heures. On est arrivé à 7h30 sur place. La course elle a commencé à 9h30. Donc elle a commencé 1h30 après. Les mecs, ils savaient pas, même quand on demandait aux organisateurs, il y avait un endroit pour retirer le dossard, on demandait où était le départ. Ils savaient pas exactement où était le départ. Donc finalement, ça a été tracé à la craie 5 minutes avant de donner le départ. Il y a ça qui m'a marqué. Et il y a 2 ans, on avait été à un semi-marathon à Eldoret. Donc là, pareil, on avait dû batailler déjà pour trouver le départ. Une fois qu'ils avaient décidé où ils allaient prendre le départ, bah, il y avait des gars de chez nous qui avaient fait le semi-marathon. Et finalement, le semi-marathon, en fait, il faisait 17 km. Il faisait pas 21 Ah ouais, il y km. a dû avoir du record. Donc, La police de voilà, Strava devrait aller se pencher là-dessus. donc t'as des mecs de chez nous qui ont fait le même chrono, de semi-marathon au Kenya. Ouais. Donc les parcours sont Et pas ça, non plus à la c'est roue. Et ça, c'est souvent le cas, hein, parce que quand on voit, juste avant qu'on parte, il y avait un semi-marathon pareil, un peu plus loin, un peu plus bas au Kenya, plus bas en altitude. Bah, c'est un mec qui a gagné la corrida de Houille, qui a un record à 27,10 sur 10 bornes. Il a fait soi-disant 59,05 au semi-marathon au Kenya. Bah, Alexis, toi Mhm. qui sais ce que ça vaut, donc c'est quasiment Ouais. impossible. Et puis finalement, en fait, je me suis renseigné un peu plus là-dessus avant qu'on partage l'info. Et en fait, le semi-marathon, il faisait 19 km aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est des trucs souvent qui arrivent au Kenya. C'est pour ça que, en fait, c'est ce que je disais avant. En fait, ils se prennent pas la tête pour des trucs comme ça. Même pour eux, c'est pas important, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Ils font la course. Le plus important, c'est qu'il y ait la course. Les mecs, ils sont pas stressés, hein. Même là, quand il y avait le 10 km, les gars, ils savaient pas comment ils allaient s'échauffer parce qu'ils savaient pas à quelle heure la course allait commencer. Mais bon, il y avait personne qui était énervé. Alors que j'imagine comme ça une situation chez nous où tu mets Mhm. des mecs, des élites au départ, ils savent pas à quelle heure la course elle va commencer, comment ils doivent s'échauffer, comment ils doivent se préparer. Je pense que ça monte vite en pression. Mais tu sais que malheureusement, je pense que ce serait pas les élites qui seraient les plus insupportables, hein. Je penserais plus Ah aussi, les gars en 40-45 minutes avec leurs aussi, chaussures carbone aux pieds, alors que voilà, qui seraient un peu les plus ingérables. Je dis ça, je ne dis rien. J'ai des amis, j'espère qu'ils ne regardent pas ce live parce que qui sont tellement toujours en retard qu'ils pourraient Ah, je maintenant crois qu'on parle des mêmes, c'est marrant. me sortir l'excuse du bah attends, c'est bon, enfin regarde, au Kenya, une heure Euh, et demie, c'est rien, hein, enfin non, franchement, Bah, ils se sentiraient bien au Kenya alors. ouais, bah oui, c'est ça. On va te les envoyer. Ça va leur remettre les idées en place. Les faire courir, les faire courir. Les amis, merci beaucoup pour ce petit moment d'échange. C'était hyper sympa. On arrive à la fin de ce live. Ouais, Merci merci Laurie, beaucoup. merci Alexis et merci Julien. Et Merci merci à à vous. tous ceux qui nous ont regardés. Je pense qu'ils ont été nombreux à nous découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous met après dans le petit écran de fin tous les réseaux sociaux pour pouvoir venir nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et donc, s'il y en a qui n'étaient pas là au début, donc on se représente un peu. Donc, on a lancé un projet à J-1000 avant les JO de Paris pour suivre 4 athlètes, dont Alexis. On a aussi Valentin Bello qui fait du pentathlon moderne, Alexia Richard qui est double championne de France de beach volley et Axel Etienne qui a fait 7e en BMX aux JO de Tokyo. Donc voilà, on fait un live tous les 15 jours. Donc chacun son tour. Donc voilà, une petite interview tous les 2 mois Avec chacun. à chaque fois quasiment une thématique finalement pour pouvoir vraiment les suivre au plus près. Voilà, pouvoir avoir le temps aussi de discuter du quotidien, tout ça. Donc du coup, n'hésitez pas à revenir maintenant dans 2 semaines. Ouais. Émission. On va dire quelque chose quand même, hein, parce que c'est quand même un petit exploit. On n'a pas eu de problème technique, pas trop, hein, je crois, hein, Martin. Je crois que ça a été à peu près correct. Merci à Alexis et Adrien Beaugendre, les deux informaticiens de la vente qui m'ont beaucoup aidé, qui sont toujours là dans le chat pour poser des questions et aussi qui nous aident beaucoup sur la partie technique. Donc merci beaucoup à eux. On était encore juste avant que vous arriviez, Julien et Alexis, pendant une grosse demi-heure, quasiment 1 heure, à un peu régler tous les soucis. Ça commence, je pense, à ressembler à quelque chose. Mais c'est comme en sport, hein, c'est que il y a que la pratique Ouais, qui c'est permet ça. de progresser. exactement. Donc Voilà, voilà, merci encore à vous. Je crois que vous êtes en prépa 10 km un peu pour finir pour vos prochaines semaines là du côté de
de houille pour toi, Julien, fin décembre et Alexis tout début janvier à Nice. Il y a un petit challenge au niveau chrono entre vous. Moi, C'est j'aurais dommage, on en l'avantage parlait de juste savoir avant qu'on combien il a commence. fait. Ah, c'est dommage. Moi, Pour me caler. je pensais que quand on était au Kenya, on s'était dit que bah il allait courir à Houille et que moi aussi j'allais courir à Houille. C'est dimanche d'ailleurs. Du coup, moi j'allais voir pour courir avec Alexis, mais bon, finalement, il a décidé d'aller à Nice. Il préfère aller au soleil plutôt qu'à Paris, à mon avis, où il fera à Houille, où il fera un peu plus froid. Mais ouais, Je te ça va confirme. être cool. On a des objectifs de chrono. Enfin, ouais, je pense même pas. C'est juste pour valider. Je pense Alexis, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est pour valider surtout la base foncière à travailler au Kenya. Le plus important, c'est un peu plus tard dans la saison. Ouais, exactement. C'est un test. Voilà, c'est intéressant de savoir exactement où t'en es parce que même t'as beau faire des séances, voilà, ça, c'est bien de voir exactement en compète ce que ça vaut. Donc, euh, donc voilà, on verra ce que ça donne et après, avant, bah, tous les deux de repartir au Kenya, du coup, Julien un peu avant moi, lui le 31, du coup, il disait 31 décembre, moi le 17 janvier, et Ça, bah, du coup, on se recroisera sûrement là-bas. c'est Et clair. Parfait. bah top, merci encore à tous les deux. Merci Laurie, merci à tout le monde Merci, dans le merci à chat. tout le monde, hein, surtout, hein. On vous souhaite une très bonne soirée à tous et à dans 15 jours du coup. À très vite. Yes, Salut tout le merci monde. bien. Bonne Ciao, à soirée. plus. Ciao.